Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'opposition ivoirienne dénonce le mandat d'arrêt émis contre Guillaume Soro. L'ancien président de l'Assemblée nationale, désormais candidat à l'élection présidentielle, est accusé de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et de détournement de deniers publics. L'Afrique de l'Ouest pourrait bientôt voir le départ des forces américaines. Les États-Unis envisagent en effet de réduire leur présence militaire dans la région, voire même d'y retirer complètement leurs troupes engagées dans la lutte antiterroriste. Et le Trésor public du Tchad s'apprête à débloquer 12 milliards de francs CFA, une somme destinée aux opérateurs économiques. L'allègement de la dette intérieure doit permettre de relancer le secteur privé. Le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro n'en finit plus d'agiter la classe politique ivoirienne, qualifiée de dérive par certains, de violation de l'immunité parlementaire par d'autres. L'ancien président de l'Assemblée nationale, qui s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle, n'a pas pu rentrer ce lundi en Côte d'Ivoire et plusieurs de ses partisans ont été arrêtés. Victoria Sedji. L'opposition ivoirienne dénonce avec virulence le mandat d'arrêt émis lundi 23 décembre contre l'ex-président du Parlement, Guillaume Soro. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix évoque des dérives dictatoriales de l'actuel pouvoir. Le Front populaire ivoirien, lui, dénonce l'usage de la force contre les partisans de Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020. Nous pensons que les libertés comme celle de se rassembler sont des libertés fondamentales qui méritent d'être respectées. Dans cet environnement préélectoral, il faut éviter les situations qui puissent prêter à confusion. Si le mandat avait été émis avant, on aurait pu comprendre. C'est la concomitance qui nous gêne. Vive colère également du côté des députés du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI qui parlent de violation de l'immunité parlementaire. Parmi les 15 militants du parti de Guillaume Soro arrêtés lundi lors d'un assaut des forces de l'ordre au siège de son mouvement, 5 députés y figurent. Le procureur nous dira que les faits établis sont suffisamment graves et menacent la stabilité de l'État. C'est pour cela qu'ils ont anticipé en les arrêtant. Mais je ne juge pas de la présomption qualitative ou pas du procureur, mais juridiquement, au vu de l'article 7 de la Constitution ivoirienne, tout prévenu n'est pas coupable. Tant qu'il n'a pas été jugé, il devait ne pas être arrêté, il devait attendre le jugement. Mercredi 25 décembre, dans un communiqué, l'ex-ministre Afoussiata Bambalamine et membre du parti Génération et Peuple Solidaire, fondé par Guillaume Soro, a dénoncé une instrumentalisation de la justice. L'ancien président de l'Assemblée nationale est accusé de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et de détournement de deniers publics, accusation qu'il rejette formellement. Entre 6 000 et 7 000 soldats américains seraient actuellement déployés sur le continent africain, un engagement que le Pentagone entend réduire drastiquement. Les États-Unis envisagent même le retrait de leurs forces en Afrique de l'Ouest, où elles participent aux missions de contre-terrorisme. Ange de Ménio. Selon le quotidien américain New York Times, les États-Unis envisagent de se retirer militairement d'Afrique de l'Ouest. Une mesure qui touche prioritairement les troupes engagées dans la lutte antiterroriste au Sahel. Non officielle pour le moment, la question fait l'objet de discussions internes au secrétariat de la Défense dans le cadre d'un redéploiement général des troupes américaines. Il faut d'abord avouer que cela va constituer un coup dur pour les forces françaises qui jusque-là bénéficiaient également de l'appui en renseignement des troupes américaines. Il faut signaler que les Américains avaient déployé entre 6 et 7 000 hommes dans cette région et donc ils vont se priver d'un appui très important des Américains qui dépensaient plus de 40 millions de dollars. Le projet de désengagement des troupes armées américaines de la situation sécuritaire des pays d'Afrique de l'Ouest intervient dans un climat marqué par la révision du dispositif américain, désormais déterminé à se focaliser uniquement sur la Chine et la Russie. Cela pourra appeler, si vous voulez, à une nouvelle flambée, à une recrudescence de violence dans cette partie. Et cela va appeler, si vous voulez, à un renforcement du dispositif sécuritaire de français. Il y a là une redéfinition de la géostratégie des Amériques qui considère que cette région est une grande zone d'influence française et que donc il y a lieu plutôt d'envisager de redéployer les troupes ailleurs
plutôt qu'en Afrique de l'Ouest. Cette décision de réduction significative du nombre de soldats américains en Afrique avait déjà été annoncée par le président américain Donald Trump concernant les troupes déployées en Syrie et en Afghanistan depuis près de 20 ans. 18 mois de prison ferme et 200 000 francs CFA d'amende. C'est la condamnation prononcée contre le journaliste béninois Ignace Sossou. Il lui reprochait d'avoir publié sur les réseaux sociaux des propos attribués au procureur de la République qui s'exprimait lors d'une conférence sur les fake news. Cette lourde condamnation vient relancer le débat sur la dépénalisation des délits de presse au Bénin. Reportage de notre correspondant Lefty Onou. La condamnation du journaliste Ignace Sossou en service dans un organe de presse privé en ligne et collaborateur du Consortium international des journalistes d'investigation mardi 24 décembre 2019 alimente la polémique au Bénin. Au lendemain du verdict, c'est l'indignation des journalistes et des citoyens qui montent sur la toile et les réseaux sociaux. Poursuivi pour harcèlement via les moyens de communication électronique à l'encontre du procureur de la République Mario Metonou, le journaliste Ignace Sossou a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme assorti d'une amende de 200 000 francs CFA au terme d'un procès de courte durée. C'est un verdict qui a été rendu et qui n'a pas reçu l'assentiment du journaliste Ignace Sossou et qui a demandé à son avocat donc de faire appel de la décision. Cette incarcération du journaliste d'investigation Ignace Sossou est un précédent majeur de la loi portant code du numérique sur l'exercice du métier de journaliste dans le pays. Une épée de Damoclès qui plane sur la tête des journalistes à l'ère du numérique avec des condamnations privatives de liberté. Le code du numérique au Bénin tel que cela se présente constitue vraiment un recul en matière de liberté de la presse. Il faut le reconnaître parce que nous avons déjà un acquis où il est dit que le journaliste ne doit plus être arrêté pour des fautes professionnelles lorsqu'il s'agit de certaines infractions. Il est reproché aux journalistes, selon l'avocat du plaignant, le procureur Mario Metonou, d'avoir causé une détresse émotionnelle à son client par ses publications. Une sentence qui ramène sur le tapis l'épineuses questions de la dépénalisation des peines privatives de liberté dans l'exercice du métier de journaliste au Bénin. À noter que le pays a perdu 12 places dans le dernier classement international de la liberté de la presse, passant de la 84e place à la 96e place. Les magistrats en grève au Niger, leur syndicat, le SANAM, a appelé à l'arrêt des activités dans la profession ces 26 et 27 décembre, sans service minimum. Ils protestent contre la révision du statut de la magistrature, une révision adoptée par le Parlement le 20 décembre dernier. Reportage de notre correspondant Sadou Elisé Mokhtar. Au Niger, 48 heures de grève dans le secteur judiciaire. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, SAMAN, a entrepris les 26 et 27 décembre un débrayage sur l'étendue du territoire national. Il proteste contre la révision du statut de la magistrature, rabaissant les limites d'âge exigées aux candidats à la magistrature et permettre aux titulaires d'un Master 1 de concourir pour l'obtention du diplôme donnant accès à ce métier. C'est une loi controversée, c'est une loi truffée d'aberrations, de contradictions dans son écriture, dans sa lettre. Nous estimons qu'il est de son devoir de veiller à ce que les lois ou l'Assemblée votent des lois quand même qui donnent une bonne image de notre pays. Le statut révisé des magistrats a été adopté le 20 décembre dernier par le Parlement nigérien. La modification apportée à la loi vise à permettre aux candidats titulaires au moins d'une maîtrise en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent de se présenter au concours direct d'entrée à l'école de la magistrature. Elle permet aussi de revoir à la baisse les critères d'âge exigés aux candidats, en ramenant notamment la limite d'âge à 43 ans au lieu de 45 ans précédemment. Pas parce qu'on a des menaces de grève que nous allons renoncer à notre mission principale en tant que gouvernement, mission qui est celle de réformer les textes dans un pays à chaque fois que les textes ne sont pas conformes à la vision du gouvernement. Au Niger, ils sont au nombre de 415 les magistrats. Selon le statut initial de ce corps de métier, seuls les titulaires d'une maîtrise ou d'un master en droit sont habilités à présenter le concours.
Au Tchad, le gouvernement a annoncé un décaissement de 12 milliards de francs CFA pour les opérateurs économiques, un paiement pour alléger la dette intérieure et qui devrait permettre de relancer le secteur privé. Une annonce accueillie favorablement par le patronat. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam. Au Tchad, le secteur public s'apprête à débloquer 12 milliards de francs CFA aux opérateurs économiques afin d'alléger la dette intérieure et soutenir la relance économique. La réduction de la dette intérieure doit permettre de soutenir les efforts du gouvernement visant à augmenter les dépenses sociales et les investissements du secteur privé. Le gouvernement a engagé un audit de la dette intérieure avec l'appui des partenaires à l'effet de payer celles qui ont qualité et puis de discuter du reste parce que nous ne pouvons pas ne pas compter sur le secteur économique, le secteur privé qui est le meilleur partenaire du Tchad. Cette nouvelle est accueillie avec satisfaction au sein du Conseil national du patronat, mais certains opérateurs économiques estiment que le décaissement de 12 milliards sur les 1000 milliards de la dette intérieure ne suffira pas à relancer le secteur privé. Il faut que l'État paye, ça tourne. Ce n'est pas l'État qui fait tourner les industries, ce sont les industriels eux-mêmes. C'est eux qui font les commerces. Il faut tourner l'argent, paye l'État s'enrichit. À partir de là, on crée de la richesse et on crée des emplois. Aujourd'hui, vous avez tous les jeunes qui sont dans les rues. Parce qu'il faut éviter qu'un jour ça explose. Et ça va, si l'État ne prend pas attention, un jour ça va exploser. Par ailleurs, un comité interministériel est mis sur pied pour auditer les dettes intérieures restantes en vue de procéder à leur décaissement dans un délai raisonnable, conformément aux instructions du chef de l'État Idriss Déby Itno. À Madagascar, ce sont 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Un marché qui reste étroit et un taux de chômage toujours élevé chez les jeunes diplômés de l'ordre de 20%. Un contexte dans lequel l'entrepreneuriat fait figure de solution. C'est dans cet objectif que l'incubateur Next a été lancé, qui accompagne les porteurs de projets. Reportage de notre envoyé spécial, Oliva Diakota. Lancé en juin 2019 à Madagascar par le groupe Action, l'incubateur Nexta a en son sein 11 projets dont 55% portés par des hommes et 45% portés par des femmes. Une incubation qui dure entre 3 et 18 mois, basée sur 7 piliers comme le mentorat, la formation, le réseautage et même le financement. Présente à Tananarive, la capitale, cette plateforme entrepreneuriale veut s'étendre bientôt sur toute la grande île et l'Afrique. Ça, c'est le premier challenge, donc se faire connaître. Le deuxième challenge, c'est nous recevons différents porteurs de projets de différents horizons, de différentes compétences. Et l'entrepreneuriat est quelque chose de totalement difficile. Les chemins sont exigus, le chemin est totalement étroit et très saccadé. Et c'est là où il faut leur dire, il faut les mettre en confiance, comme quoi leurs projets, leurs idées peuvent changer le monde. Éducation, agrobusiness, environnement, intelligence artificielle, les incubés ont des projets multisectoriels et certains sont déjà fonctionnels. Nos peintures sont fabriquées à base d'eau, sans produits chimiques nocifs pour la santé et l'environnement, de la peinture à faible odeur et qui libère moins de composants organiques volatiles, alors elle diminue les risques d'asthme et les risques d'allergie. En rappel, avec Nexta, cette plateforme entrepreneuriale, Madagascar fait donc désormais partie des 20 pays africains, membres de la communauté Afrique Innove, un réseau de structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant. Une expérience sensorielle insolite. Voilà ce que propose le restaurant Dine in the Dark. Le principe, dîner dans le noir. Déconcertant au départ, les clients sont ensuite unanimes. La découverte des saveurs se fait plus intense. Ibayako. Éteignez les lumières, c'est le concept même du restaurateur et entrepreneur égyptien Abdelbasset Azab. À travers son projet Dine in the Dark, son restaurant propose une expérience unique à sa clientèle, dîner dans le noir. Je veux aider les cas des personnes handicapées d'organisations civiles, trouver de nouvelles formes d'aide. Tout comme les Chinois disent, apprenez-moi à pêcher au lieu de me donner le poisson. Le même concept est appliqué ici. Je veux leur enseigner un métier,
leur donner du travail. Des clients qui se faufilent dans cette salle de réception, des verres qui trinquent et des discussions qui fusent, tout ceci dans le noir. Une expérience qui permet également de créer des opportunités sur le marché de l'emploi pour les malvoyants en tant que serveur ou chef. Une occasion de démontrer les compétences culinaires et un service d'excellence au-delà des apparences. Je suis par exemple quelqu'un qui ne peut pas voir. Si un client est guidé par moi, il ou elle me fera confiance parce que je suis déjà comme eux dans le noir. Je sais très bien me débrouiller dans le noir. Le client devrait pouvoir me faire confiance car c'est mon monde. Ce sera nouveau pour lui, pas pour moi. L'expérience se base sur une confiance en ses 4 sens, tels que le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Une expérience qui permet de vivre à travers les yeux d'une personne atteinte d'un handicap visuel. Dans le Noir a été fondée en 2002 à Paris et possède des succursales à Londres, Barcelone, Madrid, Saint-Pétersbourg, Melbourne en Australie et également à Marrakech. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.